Mesdames et messieurs, rebonjour. Comme vous vous en doutez, nous allons parler à l'occasion de cet entretien de dimanche, c'est politique. Nous allons parler évidemment de la situation au Niger à la faveur de ce coup d'État qui a pris de court le processus démocratique en cours au Niger. Ce qui vient de se passer vient après les précédents guinéens, maliens et burkinabés. On en parle avec peut-être l'un des plus grands experts en la matière, un expert en relations internationales et en sécurité. Je veux nommer le professeur John Godonou-Dossou, que je salue. Bonjour. Bonjour, cher François-Xavier. J'espère que vous vous portez bien. Ça va bien. Voilà, nous allons rentrer de suite dans le vif du sujet. Comment avez-vous, disons, vécu, on va dire, suivi cette situation qui est survenue au Niger en cours de semaine? Merci, cher Xavier. Le monde entier a suivi avec étonnement ce qui s'est passé. Et nous avons vu que graduellement, les nouveaux acteurs de prise de décision ont commencé à émerger et se sont fixés après 3 jours. L'action a commencé et c'est au 3e jour que les acteurs ont planté le décor. Cela laisse à dire qu'aujourd'hui, les militaires, dans leur rang, également dans leur classe, constituent des acteurs de prise de décision qu'il faut considérer. Si ce problème se pose aujourd'hui, la meilleure solution aux acteurs de prise de décision consiste à éviter de pareils comportements. Il faudrait faire en sorte que les militaires ne prennent le devant de la scène. C'est ce que nous allons apporter comme contribution, parce que tout le monde a suivi le déroulement, les événements, les faits, tout le monde a suivi. S'il faut apporter une contribution aujourd'hui, d'abord, c'est quelle action, quel comportement aussi les acteurs politiques doivent prendre, adopter pour éviter que ceux qui sont appelés à assurer leur sécurité ne prennent le devant. De pareils cas a déjà eu lieu plusieurs fois. Nous n'allons pas revenir sur cela, mais je crois en 2007, j'ai écrit un article publié par l'École nationale d'administration et de magistrature intitulé « Démocratie et les forces de défense en Afrique noire francophone ». En situation normale, il est difficile de voir les militaires surgir sur la scène politique en situation normale. Il y a toujours des actions qui couvrent, des comportements qui couvrent, des sous-entendus qui germent jusqu'à éclosion. Il faut comprendre ça. C'est une germination jusqu'à éclosion. Et c'est cela qu'il faut éviter. Il faut éviter cette éclosion. Et l'évitement, comme je le dis, réside dans le comportement des acteurs politiques.
Voilà, si on reste sur ce point, pour marquer rapidement un arrêt, vous parlez de solutions, vous parlez du comportement des acteurs politiques. Attardons-nous quelques instants sur le comportement en tout cas, les prises de décision du moment des autres chefs d'État de la sous-région, et déjà sur le timing de ce coup d'État, parce qu'il y a encore quelques semaines, à l'occasion du sommet de la CEDEAO, le président nigérian qui a été désigné pour présider à cette organisation admonestait pratiquement quelques règles qu'il considère intangibles. Il parlait notamment des coups d'État. Donc c'était comme un avertissement. Et là, quelques semaines après, la situation se produit. Et donc du coup, on a une sorte de travaux pratiques sur la table. Vous semblez dire qu'il est déjà trop tard. Évidemment, les militaires ont déjà pris le pouvoir. Maintenant, comment une organisation dans cette position, avec cette déclaration, cette prise de position, on a même vu qu'il y avait une troïka qui avait été formée avec notre président de la République et malheureusement le président Bazoum pour prendre des décisions, pour accompagner les jeunes militaires déjà en cours. Et là, cette situation survient. Comment la CEDEAO raisonnablement peut s'en sortir avec cette patate chaude? C'est ça. Cher Xavier, j'ai suivi les déclarations de la junte. Les déclarations de la junte dès le premier jour, jusqu'à l'allocution du général Tchani, qui est placé à la tête. Dans leurs déclarations, que ce soit les adjoints qui étaient à la télé, qui étaient, c'est ça. Vous voyez, quel que soit, quand vous comparez leurs déclarations, il y a concordance. Il y a concordance. On entend sécurité, on entend gouvernance. Au moins. Ok? Que ce soit les premiers qui ont fomenté le coup ou celui qui a été placé à la tête. Oui. Il y a concordance dans leur déclaration. Aujourd'hui, pour l'aspect sécuritaire, okay, ce n'est pas seulement le président Bazoum. Okay? L'aspect sécuritaire aujourd'hui dépasse les cadres de nos frontières étatiques. Voilà. Donc pour cela, nous ne trouvons pas le président Bazoum comme fautif. Ah ouais. L'éclatement ou l'essaimage d'un groupe en armes, okay, a débordé le cadre étatique. Et comme nous l'avions tous vu, que ce soit la Libye, Mali, Burkina Faso, Burkina, Tchad, c'est au-delà d'un acteur étatique. Donc le président Bazoum, okay, non, il n'est pas fautif pour l'aspect sécuritaire. Mais s'il n'est pas fautif pour l'aspect sécuritaire, quand je fais un enjambement de l'Afrique occidentale en Afrique centrale, c'est pour vous dire que la question sécuritaire, quels que soient les acteurs qui posent problème, parce qu'en Afrique de l'Ouest, nous parlons plus de groupes terroristes. Même sur le flanc, le Cameroun qui sert, n'est-ce pas, de partage entre l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Voilà. Au Cameroun, on parle aussi de groupes terroristes. Voilà.
Oh, après le Cameroun. Après le Cameroun, nous avons la République centrafricaine. Le monde entend ce que c'est que les anti-Balaka, les ex-Séléka et leur démultiplication. Le monde a entendu. Et cela a même fait que les Nations Unies ont dû créer une mission de paix appelée MINUSCA à cause des groupes armés, à cause de l'insécurité. Mais jamais, ceux-là ne sont pas appelés groupes terroristes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et je peux vous certifier que dans le monde entier, jusqu'à présent, partout sur les champs de bataille que je traverse, les groupes armés en Centrafrique sont plus virulents que les autres groupes terroristes. Donc c'est un choix de sémantique. Disons, les organisations internationales ont, disons, on devrait se retourner vers eux pour savoir exactement comment ils catégorisent tel ou tel groupe. Oui, nous ne pouvons pas tout épuiser. Ouais. Nous ne pouvons pas tout épuiser sur le plateau. Oui. Mais il faudrait savoir la composition sociologique des acteurs ou des entités étatiques. La composition sociologique constitue un facteur. Oui. Qui a pu être déterminant dans ce qui vient de se passer au Niger. Ah oui, si nous revenons sur un point qui est la question de la sécurité, nous avons dit que cette question a essaimé de l'Afrique de l'Ouest en Afrique centrale, et même en Afrique de l'Est, jusqu'en Somalie. Mais nos acteurs étatiques ont la capacité de contenir ce qui nous dérange, ce que nous appelons groupes terroristes ou groupes armés. C'est possible. Ouais. D'ailleurs, puisque nous l'avions fait. Nous l'avions fait au Soudan. Au Soudan du Nord et au Soudan du Sud. Et avant, quand c'était un État, quand c'était un Soudan. Un Soudan, oui. Ouais, quand les deux se battaient. Nous avions contenu les deux acteurs jusqu'à leur séparation en droit. Et aujourd'hui, les conflits existent toujours entre eux. Mais on n'entend pas parler de groupes terroristes. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Voilà, oui. Si on s'arrête sur ce point précis, ce qui peut interpeller dans la justification de ce coup d'État, quand on entend, comme vous le dites, sécurité, gouvernance, la dégradation du climat sécuritaire, il y a encore quelques mois, à l'occasion de leur présentation de vœux au président de la République, l'ex-chef d'état-major des forces armées nigériennes, le général Mundi, disait tout le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui. Félicitait le président pour ses actions, félicitait le président pour l'achat pour l'équipement des forces armées, trouvait que la situation globalement que le Niger se défendait plutôt bien, se félicitait de la coopération avec les forces internationales, du moins dépeignait un tableau assez intéressant. Et quelques mois plus tard, les mêmes personnages disent le contraire de ce qu'ils ont dit il y a quelques mois. Oui.
la sécurité, voyez, la jauge de la sécurité est comme quelqu'un qui souffre du paludisme ou de la malaria, à qui vous posez un thermomètre. Cela dépend du moment de la journée. Exactement. Du moment auquel vous lui appliquez le thermomètre. Voilà. À un moment donné, vous voyez, le mercure peut vite monter. Voilà. Donc, s'il y a un changement de langage des militaires, du jour au lendemain, à la présentation des vœux, par rapport à aujourd'hui, vous voyez, il y a... Nous ne sommes pas en mesure de garder le changement du comportement humain. Le comportement humain, si vous le savez, c'est le conflit. Le conflit dans la nature humaine. Le conflit et la guerre. Aucune force ne peut interdire. Le conflit sociologique d'abord, entre humains. Peut-être que c'est un conflit sociologique, c'est un rapport humain entre le président et ses cadres sécuritaires ou tout son entourage de la sécurité. Ça peut être un simple fait banal, mais qui donne sur un rapport conflictuel. Et les rapports conflictuels peuvent être bénis, négligeables. Vous pouvez les négliger, mais l'autre acteur peut prendre ça en considération. Et si je crois que dans mes recoupements d'informations, il avait été dit, le président voulait changer le chef de la garde présidentielle. Du bataillon. Oui, du bataillon. N'est-ce pas? Oui. Il voulait le changer. Oui. Voilà. Et ça a dû précipiter les choses. C'est ce qui fait dire à certains que c'est peut-être un coup d'état de convenance. Oui. Tout ce qui s'est passé, quand on suit les trames qui sont en train de venir sur le tapis, oui, je crois que l'essentiel réside dans le comportement humain. Voilà. Alors, oui. Dans le comportement humain, qu'est-ce qui a fait que le président Bazoum a sursoir à sa décision de ne pas enlever le général de la cadre présidentielle, parce qu'il avait pris la décision de le changer. Et c'est ce qui est normal. Après 10 ans, parce que c'était de 2011. 2011, oui. 2011. Depuis le président Issifou. 2020, 2021, c'est largement suffisant. Quand vous faites 5 années à un poste, 7 ans, c'est suffisant pour qu'on t'enlève. Parce qu'il y a d'autres peuvent jouer le même rôle. Voilà. Vous voyez, quand vous établissez l'encéphalogramme, voilà, les erreurs de prise de décision. Le président Bazoum, quand vous voulez faire, il faut faire. Voilà. Mais il ne faut pas informer et ne pas faire. Donc, vous voulez peut-être dire aussi que le président Bazoum a fait l'erreur de garder l'ancienne équipe aussi. Parce qu'il y a, quand il voulait le changer, il devait le changer. Parce que les gens sont informés qu'il voulait le changer. La prise de décision est essentielle. Il ne faut pas donner de l'information qui sera contre vous.
Exactement. Avant d'arriver à la réaction, en tout cas aux possibilités qui sont sur la table pour la CEDEAO, on peut s'attarder quelque peu sur la configuration de nos armées, on va dire. Parce que ce qui transparaît encore une fois au Niger, on a eu le même cas au Mali et dans une certaine mesure au Burkina. Ce que veut dire, c'est que quand la garde présidentielle tombe, le président tombe, quand la garde présidentielle se saisit elle-même d'un coup de force, ça réussit à chaque fois. Et on a l'impression que dans tous ces formats, on a un président de la République qui, en griffe, se bunkérise presque en survitaminant un bataillon, disons, chargé de sa sécurité, des membres de sa famille et des institutions, au détriment des autres composantes des autres composantes nationales. Et donc, du coup, c'est à la guerre comme à la guerre. Quand ça marche bien, ils peuvent rester même démocratiquement élus. Quand ça se passe mal, ils tombent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème parce qu'on dit forces armées républicaines, est-ce qu'on n'en est pas encore loin de l'objectif en termes de construction de nos armées? C'est ça. La question, la question mérite réponse. Oui. Et l'article que j'ai écrit, qui a été publié à l'ENA, mérite lecture. Parce que si vous le lisez, vous comprendrez que ce soit la Guinée-Conakry, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso et le Niger, j'ai tout dit dans l'article. Parce qu'il faut avoir la capacité de projection. Il ne faut pas écrire pour aujourd'hui. C'est un article que je demande aux acteurs de prise de décision de lire. Oui. Et je crois que lorsque j'ai fait le premier jet de l'article, que j'ai encore, par rapport à la correction du comité de rédaction de l'université, vous verrez qu'il y a que quelques points virgules ou virgules qui ont changé. Quand j'écris, quand je pense, c'est penser. Ouais. Je recommande cette lecture. À nos dirigeants. À tout le monde. À tout le monde. Mais en attendant, oui, les téléspectateurs ont bien envie de comprendre. Oui. Oui. Nos forces armées, la démocratie et les acteurs de prise de décision. La question se situe entre ces trois termes. Nos forces armées, la démocratie et les acteurs de prise de décision. Là où les forces armées ne veulent pas intervenir, c'est l'actio popularis. C'est la population. Je me rappelle, il y a des années, Sopi au Sénégal. Ok, Sopi. Voilà. La population a dit qu'elle veut maintenant du changement. Sopi. Donc, dans ce cas d'espèce, la population a fait le travail. Oui. Les forces armées a prévenu les forces armées. Voilà. Un cas d'espèce. Où, à la place des forces armées, la population, la société civile joue le rôle. Le cas de Sopi au Sénégal est un cas d'espèce. Maintenant, lorsque nous revenons aux forces armées, démocratie et acteurs de prise de décision, qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, les militaires se mettent en selle? C'est ça? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que les militaires se mettent en selle?
Cette question appelle plusieurs autres interrogations. Ouais. Cette question appelle plusieurs interrogations. Alors, il peut s'agir, mais aujourd'hui, dès le départ, j'ai dit que la question sécuritaire dépasse largement le plan étatique d'un seul État. Oui. C'est pour la sécurité que les militaires ont évoqué au Niger, ça ne donne pas conviction. Ça ne donne pas conviction. Mais ils ont évoqué d'autres critères. D'autres critères. Je considère plus les autres critères que la sécurité évoquée. Parce que, étant militaire, sur le terrain, aujourd'hui, la coopération qui existe entre les forces armées du Niger et la coopération militaire extérieure sur le territoire du Niger, en harmonie, tout le monde voit, n'est-ce pas, qu'il y a des effets, qu'il y a des efforts qui sont en train d'être déployés au plan sécuritaire. Oui. Donc, nous pouvons battre en brèche l'évoquer. Oui, cet argument. Oui. Et je vous ai dit, les rapports humains constituent également des enjeux de conflit. Nous, qui sommes à l'extérieur, nous allons beaucoup parler, nous allons beaucoup argumenter. Non. Il y a quelque chose entre deux acteurs au Niger. Ouais. Entre deux acteurs, d'aucuns spéculaient sur le comportement de l'ex-président de la République également. Oui, je vous... c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Ce n'est que des comportements humains. Parce que le conflit, même en tant que donnée sociale, mais inhérent à l'être humain, le conflit ne naît pas de lui-même. Non. Le conflit ne naît pas de lui-même. Le conflit naît d'un rapport ou des rapports sociaux. Et je vous ai dit, il n'y a pas d'instrument de mesure des rapports sociaux. Il n'y a pas un instrument de mesure universel. Non. Ah oui. Donc il y a une part d'incertitude qui peut, en tout cas, d'inconnu qui peut expliquer tout ce qu'on voit. Oui, c'est pour ça que je vous dis, nous allons tout dire, nous allons épiloguer de long en large, oui. Mais quelque chose a existé entre deux acteurs. Deux acteurs. Okay. Qui a débouché peut-être sur cette situation. Ouais. Voilà. En revenant sur la structure de nos forces armées, est-ce que, comme je le disais, je l'évoquais tout à l'heure, je posais la question, est-ce qu'il n'y a pas véritablement un problème de ce côté-là? Et comment en sortir, évidemment, pour avoir une armée, pour avoir des armées, évidemment, républicaines, où les rapports de force sont, où tel corps ne se considère pas au-dessus de tous les autres, comme on a pu le voir un peu partout, en tout cas, comme c'est le cas un peu partout. On l'a vu aussi en Guinée, bataillon des forces spéciales sont rentrés en scène et ont éteint tout le monde. Non, je veux vous assurer qu'aujourd'hui, nous avons des forces armées républicaines partout en Afrique. Parce qu'il s'agit des cadres formés. Il s'agit des cadres formés. Il n'y a plus de conscrits dans nos armées. Okay? Il faut passer par recrutement, des examens professionnels, ou bien rentrer, n'est-ce pas, par licence. Donc, voilà. cette question ne se pose pas. Ouais. Nos armées sont bien formées. Ouais.
que ce soit sur le plan académique ou au plan professionnel. Je crois que la question ne se pose pas. Oui. Donc, oui, la question pourrait être au niveau du comportement des acteurs politiques, ce qu'ils en font. Voilà. Voilà. Nos forces armées, aujourd'hui, constituent des éléments que l'acteur de prise de décision doit associer. Il ne faut pas considérer nos forces armées aujourd'hui comme des acteurs d'exécution. Ce sont des acteurs de prise de décision. Que l'acteur politique associe à sa prise de décision. Le 14 juillet, j'ai suivi avec intérêt. Lorsque le président Macron, il a introduit le livre, ok? Le livre au Premier ministre indien. Ok? C'est le chef d'état-major général. Ok? C'est lui qui a plus interagi avec le président, avec le Premier ministre. Oui. Cela veut dire que la confiance est totale. Cela veut dire que le président Macron considère son chef d'état-major général comme un acteur de prise de décision qui peut décider valablement. Et il faut que cette confiance existe. Parce qu'en tant que civil, okay, j'ai beaucoup pensé pour que les militaires, et si vous le savez, à l'origine, le corps militaire n'a pas été inventé par un militaire en tenue. Savez-vous l'origine des forces armées? Non, vous avez... Ah non? Non. Voilà. Elles ne sont pas tombées du ciel en uniforme. Ce sont des penseurs civils qui ont instauré et institué les forces armées, qui doivent travailler et coopérer pour la sécurité de la cité. Et au-delà, quand les cités sont en conflit maintenant, ces acteurs vont agir. Voilà pourquoi les acteurs de prise de décision dans le temps ont institué les forces armées. Elles sont là pour obéir, pour travailler pour la nation. Donc, l'harmonie doit exister entre le chef d'état-major, en tout cas, entre les états-majors et l'acteur de prise de décision. Il doit les associer. C'est important. Mais chacun a sa place. Oh, chacun a sa place. Ouais. Mais cette harmonie, en construisant ce substrat, vous allez au-delà de la sociologie des conflits. L'acteur de prise de décision, ok? Le chef d'état-major, j'ai pas retenu son nom, le chef d'état-major français. Non, j'étais content, le 14 juillet. Si vous n'avez pas vu les images, La scène. Vous avez suivi? Oui. Le général Bucard. C'est très bon. Ouais. Donc, je disais, il faut aller au-delà de l'aspect sociologique. Oui. Et maintenant, comment faire? Comment faire pour que nos acteurs aient confiance aux forces armées? Comment? En mettant l'essentiel de la sécurité à leur portée. Il faut juste l'essentiel de la sécurité pour garder nos chefs d'État. Ce n'est pas des bataillons. Ouais.
Ce n'est pas des bataillons super armés, super équipés. Non, non. Le chef de l'État, quand il crée la confiance mutuelle, confiance mutuelle, ah oui, avec la population. D'abord, si cette confiance existe avec la population va se lever contre l'action. Mais oui, c'est spontané. C'est spontané. Donc, plus d'armée dans l'armée. Parce que c'est à quoi ça ressemble. Si on prend le cas du Niger, d'autres pays, c'est qu'on a l'impression que la garde républicaine, la garde présidentielle, constitue une armée dans l'armée. Ces dernières années, on a eu la recrudescence, en tout cas, compte tenu au regard du contexte terroriste, des bataillons spécialisés, les forces spéciales, on a eu un peu partout. Et on s'est rendu compte que ce sont ces forces-là qui ont pris le pouvoir un peu partout, parce que, évidemment, ils avaient des moyens logistiques, ils avaient des moyens à disposition. Donc, finalement, ces moyens se sont retournés contre l'acteur politique, l'acteur de prise de décision, comme vous le dites. Oui. C'est un paramètre. C'est un paramètre. Mais je reviens encore sur ce que j'ai dit. La confiance mutuelle. OK. Yeah. Voyez, qu'est-ce qui fait que jusque-là, les États n'entrent pas en guerre contre eux? C'est la confiance. Bien sûr, le droit international existe. Mais la confiance qu'ils ont entre eux constitue un facteur sociologique. Plus vous avez confiance à votre partenaire, plus, ok, vous êtes posé. Ouais. Voilà, oui. Et laissez-moi vous dire ceci. Bon, le bataillon peut être pléthorique. Le bataillon peut être pléthorique sans agir, ok, à l'encontre du chef de l'État. Parce que le bataillon a été instruit pour sa sécurité. Au fait, normalement, c'est ça. Le bataillon existe pour la sécurité du président de la République. Et de sa famille. Qu'il soit pléthorique, taillé ou maigre. Il existe pour la sécurité du président de la République. Si le bataillon n'a pas les capacités, parce qu'il en est arrivé où ils ont voulu ramasser le chef d'État et ils échouent parce qu'ils n'ont pas la capacité. Des cas ont existé. Des cas d'école ont existé. Où la garde prétorienne, bon, qui n'est pas prétorienne, la garde a voulu ramasser. Et ça a échoué. Ça a échoué. Voilà. Si ça échoue, d'abord, c'est parce qu'il y a confiance mutuelle. Ok. Parce que quand la confiance y est, que ceux qui sortent du rang, vite, on les ramène dans la ceinture. Ok. Quand il y a confiance. Vous voyez, mais j'ai été. Lorsque l'adjoint du général, en chef de la garde, quand il a parlé au départ, vraiment, je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr. Mais au deuxième jour et au troisième jour, ça s'est confirmé par le général. Oui. Donc, au fait, c'est une question de comportement humain.
c'est une question de comportement humain, mais que le général ne pouvait pas afficher, ok, au premier plan. Ah ouais. Une analyse, okay, laissera de côté la question de sécurité qu'ils ont évoquée, parce que la sécurité maintenant, ok, c'est partout. Hein, nous sommes au même plan. Au même plan. Pour l'aspect sécuritaire. Ouais. C'est plutôt les rapports sociologiques. Ouais. Les rapports entre les décideurs et les militaires. Ah ouais. C'est la même chose. C'est un conflit sociologique. Voilà. Ouais. Une question, on sait que par rapport à nos forces armées, depuis 90, on va dire la chanson des années 90, c'était que l'armée retourne dans ses casernes. Et voilà, une armée républicaine, de fait, vous l'avez dit, il y a beaucoup, ça a évolué, en tout cas en termes de formation. Aujourd'hui, les militaires, en tout cas la haute hiérarchie militaire, les officiers ont pratiquement les mêmes diplômes, ils peuvent se targuer d'avoir les mêmes diplômes, en tout cas les mêmes niveaux que les civils, les cadres civils. Mais en fait, elles sont un peu en train de revivre ce qu'on a vécu dans les années 90 à l'envers. C'est-à-dire qu'en 90, les civils ont dit aux militaires, bon, écoutez, là, nous embrassons la démocratie, retournez dans vos casernes, la politique, c'est pas pour vous. Aujourd'hui, on a comme en tout cas, à la faveur de l'instabilité chronique que nous connaissons, aujourd'hui, on dit aux militaires, les militaires disent, bon, écoutez, les civils, retournez à vos chères études. Là, c'est notre élément, il s'agit de sécurité, nous sommes les plus compétents pour gérer. Est-ce qu'on est en train de revivre en fait un changement d'époque où ce que nous avons connu en 90, nous sommes en train de le revivre un peu à l'envers? C'est ça. Alors, les systèmes politiques. Les systèmes politiques établis. Ok, la classe, grosso modo, c'est deux grandes classes. Ok, grosso modo, c'est deux grandes classes. Il y a les démocraties occidentales. Il y a les démocraties occidentales. Et les démocraties de l'Est. Quand vous prenez la carte, vous prenez le map monde, grosso modo, les systèmes politiques. Nous avons deux classes. Démocratie occidentale, et c'est de cela que la plupart des États africains ont copié. Nous avons copié de la démocratie occidentale. L'Europe de l'Est, l'Asie. Bon, leur démocratie, ok, est plutôt démocratie populaire. Voilà. Si vous retournez dans ces démocraties populaires, vous constatez que soit l'acteur de pouvoir était militaire ou il est issu du sérail militaire. L'Europe de l'Est. Okay. Chine, Corée du Nord, Russie, Biélorussie et autres. Ouais. Ouais. Vietnam. Ils sont, oui. Récemment, cette semaine, le Premier ministre du Vietnamien, qui a fait 32 ans ou bien 42 ans, il est en train de passer la main à son fils général pour continuer. Donc, en Europe de l'Est, nous avons grosso modo ce schéma que nous pouvons aussi considérer comme démocratie. Puisque les peuples, les populations vivent bien, sauf que par endroit, les droits de l'homme posent problème.
par endroits, les droits de l'homme posent problème. Donc, la démocratie militaire, civile, gouvernance. Ce n'est pas parce qu'ils sont militaires qu'ils ne peuvent pas gouverner. Okay. Il y en a qui font de grandes écoles de sciences politiques jusqu'au doctorat. Ouais. Il y en a qui étudient la science politique. Il y en a qui peuvent gouverner. Mais, dans notre article, nous l'avions dit, le militaire qui veut pratiquer la vie civile, il dépose sa tenue, mais il attend sa retraite avant d'entrer dans la vie civile politique. C'est ça, la gouvernance. Le militaire qui veut être un acteur de décision. S'il est encore en action, il dépose son kaki ou bien il attend sa retraite. Okay. Ouais. Là, mais si, en revenant sur les démocraties occidentales, ouais, quand nous considérons l'ensemble, hein, par endroit, hein, c'est des anciens généraux hein, qui sont premiers ministres. Hein, Netanyahou, hein, c'était le chef d'état-major des armées. Hein, depuis 14 ans, mais 15 ans, il est premier ministre. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est des armées ou... Non, non. On peut bien gouverner. On peut être de l'armée et bien faire. Et des cas existent. Comme Netanyahou. C'était un ancien général. Ouais. Mais maintenant, il n'a rien, il n'agit pas en tant que chef d'état-major ou en tant que militaire. Non? Et c'est admis dans la Constitution. Donc, il ne faut pas regarder le militaire hein, comme un paria de la vie politique. Donc peut-être que c'est ce qu'ils se sont dit et ils sont en train de reprendre de force, on va dire. C'est le cas de le dire parce qu'ils ont la force avec eux. Ils sont en train de reprendre. Dans tous ces pays-là, c'est le même argument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation spécifique. Nous pouvons, en fait, le message, comme vous le dites, le message subliminal que les militaires veulent nous faire passer. On a écouté encore le discours de quelques-uns d'entre eux en Russie récemment. C'est exactement ce que vous dites, c'est que nous sommes en capacité d'avoir des projets politiques également pour nos pays. Ils ne parlent pas comme des militaires de passage. Ils ont dit ça. Hein? Ils ont dit ça. Le capitaine Traoré allait très loin. Non. Il faut être sérieux. Aujourd'hui, nos militaires ils sont bien formés. D'accord, mais sont bien formés. Oui, mais là, on est du coup dans un hiatus, parce que le système politique que nous avons choisi, vous dites qu'on a copié la démocratie occidentale, le système politique veut que les militaires restent dans leur caserne. Oui. Lorsque Macron est venu, lorsque le président Macron a pris le pouvoir, son premier chef d'état-major général des armées. Le général de Villiers. Oui. OK. Il a refusé. La politique des armées que Macron lui a posée, lui, il a dit non. Il a contesté le budget alloué. Et il a contesté. OK. Ah oui. Il a été remplacé. Ah oui. Tu dois m'associer à ça. OK. Si vous ne voyez pas que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire si Macron, si Macron, n'est-ce pas, l'avait associé là. Hein? Oui, mais dans ce cas, le président de la République, le président Macron, a fait jouer son autorité de chef supérieur des armées et a obligé De Villiers à démissionner. Il l'a pratiquement mis à la porte. Oui, mais non. La question, non. La solution
la solution au problème posé n'est pas la porte. La solution au problème posé, de tailler, la solution n'est pas de l'envoyer à la porte. Oui, d'accord. Mais parce que tout à l'heure, vous évoquiez l'harmonie qui existe entre entre le président Macron et en tout cas, c'est le troisième chef d'état-major, en tout cas, depuis que le président Macron est là, l'harmonie entre ces deux personnalités. Mais on a vu, vous venez de l'évoquer, que ça avait très mal commencé au départ. Et ça a coûté sa place au général de Villiers. Donc, les deux peuvent se passer. Donc, les militaires, vous parlez d'harmonie, d'accord, mais chacun dans ses prérogatives. C'est le président qui décide en dernier ressort. Oui. Vous voyez, voilà la question. Je parlais des démocraties occidentales que nous avions copiées. Oui. N'est-ce pas? Les militaires savent et connaissent la place du politique. Tu démissionnes. Même si Macron, n'est-ce pas, ne l'a pas dit de démissionner, le général même allait démissionner. Non, les militaires, appelle-moi l'expression, ils sont civilisés. Ils savent qu'il va démissionner. Oui, d'accord. Ce n'est pas faire un coup d'État à Macron. Oui. Non. Voilà. Non, justement, je m'en allais vous poser la question. Donc, est-ce que oui, les militaires sont bien formés, les militaires connaissent leur place dans nos pays également, mais c'est l'exemple que vous venez de donner est très intéressant à ce sujet. Quand on entend aujourd'hui, en tout cas, encore une fois, un cas d'école, quand on entend aujourd'hui cette situation, quand les généraux parlaient au Niger, décrier telle situation, décrier telle autre, la question qu'on se pose, c'est pourquoi l'ancien chef d'état-major qui accable aujourd'hui la gouvernance du président Bazoum n'avait pas démissionné en son temps. J'ai hésité, oui. Mais oublié de sortir le mot civilisé. Je ne veux pas sortir le mot, mais c'est le mot, c'est-à-dire, c'est ça. C'est ce qui manque. Ouais. Peut-être il appartient au général Tchameni de démissionner, ok? Je ne supporte pas, tu voulais m'enlever, tu n'as pas fait, bon. Je démissionne. Ok. Ouais. Ça pourrait se passer comme ça. Bien, il dit au président, maintenant, supplantez-moi par mon adjoint. Ok. Ça pourrait se passer comme ça. Ce conflit sociologique, et je vous le dis, hein, c'est un conflit sociologique. Ce conflit sociologique pouvait être résolu comme ça. Il dit au président, mettez mon adjoint. Après 10 ans, après 11 ans, qu'est-ce que tu veux encore là? Ok? Peut-être justement. Vous voyez, ce n'est pas seulement l'ancien président, mais celui qui est là aussi, regarde le même acteur. Il a déjà fait plus de. C'est-à-dire, même si on transpose ça en mandat de nos chefs d'État, il a déjà fait plus de 2 mandats, le chef d'état-major. Oui, il a déjà fait plus de 2 C'est quoi? Il n'y a pas d'autres généraux qui peuvent être. Vous voyez? Donc, les fautes sont partout. Donc, de ce point de vue, on peut dire que les militaires partagent peut-être les mêmes temps que les civils, c'est-à-dire ne pas savoir démissionner, ne pas savoir partir à temps, ne pas savoir laisser la place. Donc, pour le coup, c'est les mêmes temps, on va dire, un peu partout, les mêmes comportements, les mêmes hiatus pour appréhender ces questions. Oui, vous voyez, en Afrique, voyez, il nous manque encore l'esprit de spontanéité en Afrique. Cela nous manque. Oui, moi, l'esprit, en tout cas, la capacité d'assumer ses choix, d'assumer ses positions. Oui, mais au moment opportun,
un moment opportun, par endroit. Par endroit. Qu'est-ce qui fait que les gens doivent mourir, les populations doivent mourir, ok? Les forces armées doivent tuer les civils avant que l'acteur de prise de décision, avant qu'ils ne comprennent ce qu'ils devraient faire spontanément. Non, je pèse les mots, hein? Ok? Mais qu'est-ce que j'avais dit? Spontanément. Voilà l'état que nous traînons. Alors, okay. Voilà. Oui. Pourquoi est-ce que on doit compter d'abord beaucoup de morts, beaucoup de décès, on a tiré par-ci, on a tiré par-là, avant que les acteurs politiques prennent la décision qu'il faut. J'espère que vous comprenez. Oui, je comprends. Maintenant, la question qui se pose, là, nous en sommes au 4e coup d'État en quelques mois. La question que tout le monde se pose de façon, on va dire, de façon légitime, c'est entre griffes, pour ne pas instiller de la peur dans la cité, c'est à qui le tour? Parce qu'on a l'impression que c'est un cycle qui n'est pas refermé. On se dit, là, tous les pays, comme pour un chapelet de pays qui est en train d'être égrenés, on se dit, pour les observateurs, jusqu'où irons-nous avec cette situation? Là, on a la bande sahélienne qui est bouclée, Tchad, même si ce n'est pas la même situation, Tchad, Mali, Burkina, Niger. Donc la question qui se pose, est-ce que les pays côtiers qui sont déjà aux prises avec les mêmes situations, en tout cas le même péril terroriste, est-ce que les pays côtiers vont pouvoir résister à cette déferlante? Oui. Bon, si un implique 2, 3, 4, ok. C'est pas forcément que ça implique 5. Non. C'est pas passer à 1, 2, 3, 4. Qui doit y avoir 5. Ok. C'est. Rappelez-vous bien, dans le temps. Hein? Il faut lire l'article dont je vous parle. Okay? Je le lirai, c'est pour État de droit et force de défense en Afrique noire francophone. État de droit et force de défense en Afrique noire francophone. Ce n'est pas, comme 1, 2, 3, 4 n'implique pas 5. N'implique pas 5. Voilà. Donc pour vous, il n'y a pas de péril à la demeure pour d'autres États de la sous-région? Non, jusque-là, voyez, les facteurs endogènes. Les facteurs endogènes, comme le cas du Niger, le cas de la Guinée-Conakry, et autres. On peut facilement faire un recoupement entre Guinée-Conakry et Niger. Parce que les deux étaient les chefs de bataillon de Guinée-Conakry. Guinée-Conakry dirigeait les forces spéciales qui dépendaient directement du président de la République, évidemment. Et puis, pour Bazoum, c'est la garde présidentielle. Voilà. Donc, nous sommes sûrs, ok? Oui, voyez, quand vous repartez un peu à la période post-totalitaire, où les militaires ont régné de maître en Afrique. Pendant cette période post-totalitaire, si les militaires ont majoritairement régné en prenant le pouvoir, non, cela n'a pas été total. Okay. Le Sénégal n'a jamais connu. Ok.
un chef militaire. Au pouvoir. Et d'autres pays, hein, le Gabon. Ok. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu 1, 2, 3, 4. Yeah. Ce malaise, ce malaise sociologique. Mais bon, quand on veut vraiment compter, il y a beaucoup de pays, il y a très peu d'exceptions. Parce que si vous regardez en Afrique de l'Ouest, à part le Sénégal que vous venez de citer, Oui. Pratiquement tous les autres pays ont connu des militaires au pouvoir. Pratiquement tout le monde. Pratiquement tout le monde. Oui. Peut-être pas La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin a connu des militaires, le Niger, le Mali. C'est pour ça que Ce sont des exceptions. j'ai écrit l'article. Ok, tu voyais, les acteurs de précision doivent le lire. Ils doivent le lire. Là, j'espère qu'ils le liront effectivement. Maintenant, comment on en sort? Mais dans ce sens, oui, voyez, dans ce sens, les pays anglophones ont été plus sérieux. Allez, bon, si on veut faire une comptabilité, entre anglophones et francophones, on voit que les anglophones, à un moment donné, étaient majoritairement militaires. Mais pour les anglophones, non. Le cas n'a pas été le même. Maintenant, en parlant de solutions, déjà pour les acteurs étatiques, l'organisation supranationale, je le disais à l'entame, il y a un sommet extraordinaire qui est convoqué pour aujourd'hui, pour ce jour. Quelle est la meilleure option de sortie de crise pour la CEDEAO qui a déjà été mise à rude épreuve par les précédentes situations qui tentaient de recouvrer une certaine crédibilité. Et là, je le disais, une sorte de travaux pratiques. Quelle est la porte de sortie de crise idoine pour les chefs d'État de la région? Alors, là, vous nous ramenez à la pratique et théorie des institutions internationales. Pratique et théorie des institutions internationales. Il faudrait que l'acteur de prise de décision, il faut qu'il s'assure de ce qu'il va gagner en agissant. Quand je dis l'acteur de prise de décision, ça peut être la CEDEAO, ça peut être l'UEMOA, ça peut être l'ONU, l'acteur de prise de décision. En agissant, on fait d'abord la balance. Il faut faire d'abord le pour et le contre. Il faut d'abord établir la balance. En agissant, quels sont les bénéfices? Ok. En observant le statu quo, quels sont les bénéfices? Un bon acteur de prise de décision prend beaucoup de paramètres en considération. Et je l'ai démontré. Quand il fallait faire pour que les deux Soudans se séparent en paix, en droit international, ce que je disais à Thabo Mbeki, à Abdou Salam Aboubakar et Pierre Bouyoya, c'est ça qu'il faisait. Et c'est ça qui a amené les deux acteurs à la sécession en droit international, inscrit au secrétariat des Nations Unies le même jour, le 11 juillet 2011. Ça peut exister. Je ne suis pas un surhumain. Je ne suis pas un surhumain.
Donc, dans le cas pratique, qu'est-ce que la CEDEAO doit faire? Parce qu'il y a des bruits qui parleraient d'une possible intervention militaire. Le président Tinubu a semblé l'agiter. Le président de la République, le président Patrice Talon, avait parlé de première option, en tout cas en parlant de médiation, de discussion. Tout ça suggère que peut-être qu'il y a d'autres options plus contraignantes sur la table. Mais par le passé, on a déjà vu cette prise de décision des acteurs de la sous-région par rapport aux sanctions du Mali, du Burkina, leurs effets. Et tout ça réuni, aujourd'hui, qu'est-ce que la CEDEAO pourrait mettre de nouveau sur la table? La différence. La différence. Dès le départ, j'ai dit il faut éviter de pareilles situations. Ouais. C'est la meilleure solution, c'est la meilleure option. Mais on y est. La meilleure option, C'est d'éviter. c'est d'éviter de pareilles situations. Sinon, tu vas te mettre à courir derrière ce que tu ne peux pas rattraper. Voilà. La meilleure option, c'est le bon comportement entre les acteurs. Et il faut considérer les militaires comme des acteurs de prise de décision. Bon, maintenant que la situation s'est produite, comment on fait? Voilà. Quels sont les atouts des institutions internationales? Voilà. Par rapport à la question posée. Négocier, rapport de force, ou bien bâton et carotte. Trois options. Je crois que la première option, c'est la négociation. Mais négocier quoi en l'occurrence? Négocier quoi? Qu'il y ait un rétablissement de l'ordre constitutionnel avec un revirement, en tout cas un retour du président Bazoum en fonction, ou bien négocier la suite? Bon, jusque-là, on n'a pas entendu une lecture de la démission du président Bazoum. Ou bien, oui. Jusqu'aux dernières nouvelles, il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Et les militaires aussi le savent. Voilà. Voilà un postulat sur lequel on peut engager les négociations. Le président, que s'il est maintenu, que faire pour que les militaires puissent regagner leur cadre? J'ai entendu, ce sont les chefs de cabinet ou bien les directeurs centraux qui dirigent, qui gèrent l'action gouvernementale. Les secrétaires généraux. Les secrétaires généraux. Voilà. Donc, quelque part, l'action de Bazoum court encore. Voilà. Sa démission n'étant pas encore lue à la télé, on peut travailler sur ça. Mais comment ramener les militaires à accepter cette option? Ouais. Il faut qu'on le trouve, des palliatifs. Ouais. Parce que s'ils le retournent maintenant, ils seront sanctionnés. Hein? Oui. Celui qui n'a pas la force est sanctionné. Il ne faut pas seulement voir la négociation pour faire revenir le président. Ouais. Quel sort les putschistes. Et c'est à ça qu'ils vont en tenir. C'est à leur sort. Donc, les solutions vont sortir de là. Il faut les créer. Il faut les créer. Je crois que ce n'est pas une seule assise d'aujourd'hui qui va
solutionner ça. Voilà. Et si l'autre option est... Maintenant, si l'option militaire, si le choix porte sur l'option militaire, comme l'a déjà fait le Nigeria dans le passé. Dans le passé avec les Comores. Oui, ça. Mais est-ce réaliste? J'ai dit dès le départ, il faut mesurer les pour et les contre. Ok? Ne suis pas de branler le bâton. Non, non. Toi qui veux mettre le bâton, qu'est-ce que ça va te rapporter? Oui. Ah oui, il faut mesurer. Il faut. Lorsque en 62, Kennedy a fait asseoir son état-major pour résoudre la crise des missiles de Cuba, le son militaire a été écarté. Lorsqu'on lui a mis ça sur la table, il a écarté ça. Qu'est-ce qu'ils vont gagner en engageant le feu? Voilà. Donc, pour la CEDEAO ou pour le Nigeria, je crois que l'option militaire n'est pas indiquée. Voilà. Il faut trouver une sortie, une sortie aux militaires. Une porte de sortie aux militaires. Oui, c'est à ça qu'il faut penser. C'est comment les militaires vont sortir. Leur sort. Si les chefs d'État, s'ils se réunissent, s'ils ne pensent pas à ça, ils n'ont pas encore trouvé la solution. Pourquoi la CEDEAO, d'après vous, dégage cette sorte d'impuissance qui, à la limite, quelque peu fragilise ses actions? Pourquoi? On parle de légitimité, on parle de rejet des peuples, on parle du troisième mandat, il y a beaucoup d'aspects qui ont été évoqués, mais pour le spécialiste que vous êtes, qu'est-ce qui fait que la CEDEAO paraît si fragile? Fragile? Vous me dites plutôt le contraire. Non, vous dites plutôt le contraire. Quand on prend la somme de nos institutions africaines, nos institutions sous-régionales, et on fait une comparaison. La CEDEAO est championne. La CEDEAO est championne. En comparaison à d'autres parties du continent, vous voulez dire, aux organisations? CEDEAO, je ne connais pas la CEDEAO, la CAC pour l'Afrique centrale. La SADC. Oui, la SADC pour l'Afrique australe et EAC pour l'Afrique de l'Est et l'UMA pour l'Afrique du Nord. La CAC est la première, même sans deuxième. C'est moi qui vous le dis. La CEDEAO, vous voulez dire? Oui. La CEDEAO. La CACO est première, sans deuxième. Et ça, ce sont mes domaines d'activité. Je sais de quoi, n'est-ce pas, je parle. Le Maghreb, le Maroc cherche à s'arrimer à la CEDEAO. Ah oui, non, nous sommes bien. Bon, mais sur la question posée maintenant, j'avais dit les institutions ne sont pas des acteurs étatiques. Ce sont des acteurs étatiques de second rang. Ce sont des acteurs de second rang. Et c'est là une de leurs faiblesses. Leur faiblesse, cette lacune, est congénitale. Parce qu'elles sont créées comme ça. Ça, c'est leur nature. Elles ne décident pas. La CEDEAO ne peut pas décider sans se référer aux États qui la composent. Vous savez, non? L'Union européenne, quand un acteur dit non sur les 27, c'est bloqué. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ces institutions, la CEDEAO, il faut que ces acteurs soient d'accord. Et être d'accord, c'est qu'est-ce qui reviendra? Comment est-ce que l'institution sera vue par les populations? Il ne faut pas décider et échouer. C'est ça, c'est ce qui est grave. Il ne faut pas décider et échouer.
c'est pas du tout bon. L'inaction, faut ouais, observer. Quand la question du Mali avait commencé, quand la question, c'était le Mali, oui, hein. Ouais. Quand ça avait commencé au Mali, nos acteurs par endroits ont commis des erreurs. Hein? Si les militaires maliens sont encore là jusqu'à présent, c'est que nous, ceux qui décidaient, ça a donné quoi? Prise de décision. Faut pas décider et échouer. Non. Il faut mieux l'inaction. Et je crois qu'ils vont se servir du Mali. Du Burkina, de la Guinée, les précédents sont quelque peu... Donc, je crois que la négociation, la porte de sortie, le sort réservé aux militaires, c'est sur ça qu'il faut tabler. Voilà. Pour très rapidement parler du Bénin sur deux situations, nous avons le président de la République qui, même avant cette situation au Niger, était mandaté pour, disons, accompagner les trois autres juntes dans, disons, leur processus de retour à une gouvernance civile. Là, du coup, il a un autre dossier sur la table. On parlait d'une mission de médiation sur place au Niger. On verra bien la décision de la CEDEAO à ce sujet. Ce qui est préoccupant, ce qui pourrait être préoccupant pour un pays comme le nôtre, c'est au niveau de la coopération antiterroriste. On sait qu'avec le Niger, on a, en tout cas ces derniers mois, on est allé dans une sorte d'harmonisation de certaines procédures, droit de poursuite. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et là, du coup, avec cet événement au Niger, quelles peuvent être les conséquences techniquement sur le terrain, eu égard aux dispositions déjà prises entre nos deux pays? Je crois que les règles, la coopération, le changement, le changement temporaire de régime, quelque part, n'implique pas le changement des règles et surtout sécuritaire. Non. Ça. Et je crois que tout ce qui est monté comme coopération dans les deux sens. Je pense qu'il y a des droits de poursuite, il y a beaucoup de choses qui ont été harmonisées. Non, au Niger, ils sont conscients. Ils ont évoqué l'aspect sécuritaire. Oui, évidemment, pour prendre le pouvoir. C'est ce qu'ils ont d'abord dit, que c'est pour des questions sécuritaires que Bazoum a failli. Donc, je crois que... Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Non. La sécurité, dès le départ, j'ai dit que la question, n'est-ce pas, dépasse les limites de chaque État. Voilà. Et pour finir, dans quelques jours, dans 2 jours, nous célébrons notre le 103e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Pour parler des forces armées, les forces armées seront à l'honneur ce jour-là. On sait qu'il y a on va dire une montée en puissance, du moins capacitaire, de nos forces armées, les vecteurs aériens qui ont été mis à disposition, les moyens roulants, les blindés légers. En tout cas, il y a beaucoup d'investissements qui ont été consentis pour permettre à nos troupes de se mettre au niveau, en tout cas de se mettre au diapason de la menace. Il y a beaucoup d'autres aménagements, comme militaires, vraiment neufs. Comment vous appréciez tout ce qui a été fait à ce niveau, eu égard aux contingences du moment? Oui. Et le Bénin est en train de commencer son regain. Son regain d'activité et d'équipement militaire. Ce qui doit être
un des atouts fondamentaux de l'État-nation. La dotation. La dotation. Et le hiatus qui est là, hein, c'est en temps de paix qu'on construit l'armée. C'est un temps de paix. La dotation se fait en temps de paix. Vous bâtissez votre armée en temps de paix. C'est pour vous dire que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous avons encore beaucoup à faire. Mais c'est déjà bon. C'est déjà bon que la conscience y est. Qu'on ne doit pas négliger l'équipement. L'équipement en temps de paix. C'est d'abord ça. C'est l'équipement en temps de paix. En temps de guerre, vous n'allez pas, vous équipez, mais vous allez encore les utiliser. Est-ce que vous voyez? En temps de guerre, vous les utilisez. On ne s'équipe pas. Vous avez vu la Russie et l'Ukraine? Oui. En temps de guerre, vous les utilisez. L'équipement, c'est en temps de paix. Hein, c'est déjà bon. C'est bon qu'on a commencé. Il faut soutenir. Il faut soutenir cette volonté. OK? Il faut soutenir cette volonté. OK? Parce que nous n'avons encore... il nous reste beaucoup. Beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de chantiers de ce côté-là. Mais on a commencé, c'est déjà très bon. C'est déjà très bon. Oui, oui. Merci beaucoup, professeur John Ugo-Donodossou. Je rappelle que vous êtes un expert en sécurité internationale et en relations internationales. Vous avez parcouru l'Afrique et le monde sur divers foyers de tensions, participé à la résolution de beaucoup de crises sur le continent, un profil unique en ces questions de sécurité, de terrorisme, tout ce qui touche à, disons, comme vous le dites, à la guerre, si on peut le préciser ainsi. Peut-être que je vous laisse le mot de la fin, un dernier mot pour clôturer notre entretien. Oui. En Afrique, je crois que nous avions parcouru assez de fronts. Vous avez parlé de guerre. Le Soudan, les deux Soudans. J'ai vu les guerres. Le Darfour, en RCA, de 2013, à une date récente. Vaut mieux s'entendre avec les acteurs que d'être divisé. Il vaut mieux s'entendre avec vos ennemis. Et c'est ce qui a été fait au Soudan pour les diviser. Si vous entendez qu'il y a toujours la guerre au Soudan, ce n'est pas entre les États. Non, pas entre les États. OK. Entre les factions de l'armée. Il n'y a plus de la guerre entre les États. Le Soudan, non. Ça, on l'a résolu. Le conflit maintenant est interne. Voilà. Donc, cet effort qui a été fait, qui a été déployé au front, je crois que nos acteurs étatiques, surtout du Bénin, peuvent en profiter. Et j'aimerais prendre la dimension sociologique de la résolution des conflits que la dimension dotation militaire. Si l'acteur de prise de décision m'appelle pour des conseils, je lui dirai, je te propose la résolution par la dimension
sociologique que par la dotation militaire à laquelle tu ne mettras pas fin. Il faut prendre l'exemple du Nigeria, au nord, du Cameroun, au nord, des pays qui sont dedans. Voilà. Or, la dimension sociologique arrive. C'est important. Et c'est ce que j'ai fait pour les deux Soudans. Voilà, engageons qu'il vous écoute et qu'il vous consulte à l'occasion. Mesdames et messieurs, en espérant que vous avez glané ici et là quelques réponses à vos questions sur ce sujet précis, sur ce qui est survenu au Niger et les conséquences afférentes à cette situation. Merci encore une fois, professeur John Godounou Dosso. Merci de nous avoir entretenu de ces questions si sensibles. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour le duel de dimanche. C'est politique.